Bonjour mesdames et messieurs, je vais attendre juste 5 petites secondes que tout le monde se connecte. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour ce 13e live Inogaz. Inogaz est à l'initiative de l'association Coenov présidée par Jean-Charles Collaroy qui est avec nous aujourd'hui et qui va présenter un petit peu l'association d'ici quelques minutes. Nous sommes ravis aujourd'hui d'accueillir Jérôme Jean, directeur du développement de l'entreprise Vesta. Bonjour, Merci Jérôme d'être là. merci de votre accueil. Ainsi que Nicolas Casoeto, directeur industriel de Bosch Home Comfort ELM Leblanc. Merci d'être avec nous. Bonjour. Et nous allons parler aujourd'hui de plusieurs choses. Donc, l'objectif de cette Inogaz était de discuter du gaz vert au recyclage des chaudières, pardon, le cercle vertueux de la filière gazière. Donc, cette Inogaz va se dérouler en deux temps. Tout d'abord, un premier temps dans lequel, Jean-Charles, tu vas nous présenter un petit peu le cycle vertueux du gaz vert. Et puis un second temps, on va parler plutôt retraitement, valorisation et recyclage des chaudières avec nos deux intervenants. S'en suivra un autre temps dans lequel, mesdames et messieurs, vous pourrez poser des questions. Vous avez un chat à votre disposition pour les poser et nous les prendrons soit au fur et à mesure hein, en fonction de ce que vous posez, soit à la fin des présentations. Mais on va faire en sorte que tout ça soit le plus interactif possible, bien évidemment. Nous terminerons aux alentours de midi et je pense que j'ai tout dit pour ce début. Jean-Charles, je te laisse la parole. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition des InnoGaz, ce webinaire consacré aux innovations de la filière gaz. Merci à notre partenaire pour Boris pour son accueil dans ses studios et puis à nos intervenants pour leur éclairage. Alors, Coenov, vous le savez, rassemble l'ensemble des acteurs de l'efficacité énergétique dans le secteur du bâtiment, les fabricants, bien sûr, mais aussi les organisations professionnelles, la FFB, la CAPEB, le SINASAV, l'Union sociale pour l'habitat, les bailleurs sociaux, et puis les acteurs engagés dans le développement des gaz verts, France Gaz Renouvelable, France Gaz Liquide, France Hydrogène, GRDF et d'autres. Nous portons une vision finalement qui se résume en trois grands points. Priorité à la baisse des consommations. Il faut réduire drastiquement nos consommations. Et en termes de gaz, ça veut dire passer de 400 TWh aujourd'hui à 240 TWh en 2050, tous usages confondus. Et dans ces 240, le bâtiment représentera 100 TWh, 80 pour le résidentiel et 20 pour le tertiaire. Et puis le verdissement du gaz, ça c'est essentiel et on va en parler parce que là on est au cœur de l'économie circulaire. Et ensuite, des innovations. C'est vrai pour la chaudière très haute performance énergétique. Aujourd'hui, on a un potentiel encore de développement de ces produits qui permettent de faire 30% d'économie d'énergie et de gains en émissions de gaz à effet de serre. Sur les 11,5 millions de chaudières en France, il y en a encore la moitié qui peuvent être améliorées, upgradées et passer à la très haute performance énergétique. Et puis demain, l'hybridation, où on viendra finalement mixer différentes solutions, des panneaux solaires avec une chaudière, une pompe à chaleur hybride qui allie à la fois la pompe à chaleur et la chaudière pour permettre là encore des économies jusqu'à 70%. Alors, un mot quand même sur le marché de la rénovation énergétique, parce qu'aujourd'hui, nous sommes inquiets chez Coenov de voir que le marché de l'immobilier, la rénovation est à l'arrêt. Cette atonie vient bien sûr de l'augmentation des taux, des difficultés du marché de l'immobilier, mais aussi des différentes réformes sur les aides à la rénovation qui font qu'aujourd'hui, on a du mal à faire décoller les chiffres de rénovation globale. Et ça, c'est inquiétant. Donc, chez Coenov, on soutient vraiment toutes les mesures qui permettent de simplifier, de relancer la dynamique et il faut plutôt renforcer les moyens pour rénover nos bâtiments plutôt que de les diminuer parce que c'est à la fois un sujet environnemental mais c'est un sujet social puisque dans ces passoires thermiques, hein, les F et les G dans le diagnostic de performance énergétique, eh ce sont souvent les ménages les plus précaires qui les occupent. Alors, un mot sur les potentiels de gaz vert. Vous avez, alors là je suis allé trop vite, voilà, vous avez sur ce slide, finalement, je vous ai remis ici l'ensemble des potentiels selon les différentes technologies. Il y a la méthanisation qui utilise les déchets agricoles ou agroalimentaires, ça c'est la technologie la plus mature, 135 TWh. La pyrogazéification, là on est plutôt sur la valorisation de déchets de bois ou de combustibles solides de récupération, un potentiel
de 90 TWh. La gazéification hydrothermale, un potentiel de 45 TWh, où là, on valorise plutôt des déchets liquides, des bouts de stations d'épuration ou des bouts de dragage. Et puis, le power to méthane ou la méthanation, où on va pouvoir recréer du méthane bas carbone à partir d'hydrogène et de CO2 biogénique. Si on fait la somme de l'ensemble finalement des potentiels de ces différentes technologies, on voit qu'on a un potentiel de 320 TWh de production de gaz vert en France. C'est vraiment une chance pour notre pays parce qu'on est vraiment un des pays européens qui a le plus de potentiel de biogaz. Et si on le compare finalement à la consommation projetée du pays en 2050, 240 TWh, tous usages confondus, eh bien, on voit qu'on a un potentiel, un gisement de production de biogaz qui est supérieur à la consommation projetée, qui permettrait à notre pays bien d'être indépendant. Et donc ça, c'est important parce que finalement, on voit que sur la méthanisation, la valorisation des déchets agricoles et agroalimentaires, il y a peu de concurrence d'usage sur les intrants, voire pas du tout, et on a déjà un potentiel de 130 TWh. Aujourd'hui, c'est 600 sites de méthanisation, 12 TWh, qui permettent de créer une énergie locale, stockable et renouvelable. La trajectoire, c'est 12 TWh aujourd'hui, 60 TWh en 2030, 60-70, c'est ce qu'on défend dans la prochaine programmation pluriannuelle de l'énergie, et ensuite 100 TWh en 2035 et 320 TWh en 2050. Vous avez vu, je pense, récemment une campagne de publicité que nous avons portée avec d'autres acteurs et avec l'acteur emblématique Jamel Debbouze pour mettre vraiment en avant ces gaz verts. Ça s'appelle Le Grand Saut, mais pour montrer vraiment, pour faire connaître cette énergie emblématique des territoires et de l'économie circulaire, puisqu'on valorise des déchets et on crée à la fois du biogaz qui est 100% compatible aujourd'hui avec les appareils existants, il n'y a pas de modification à faire, mais on a aussi des coproduits dans la méthanisation. Il y a par exemple des digestats qui permettent aux agriculteurs d'éviter de commander ou de consommer des engrais chimiques, et donc c'est aussi valorisable. Donc on est là au cœur de l'économie circulaire et des territoires, et on crée des emplois, en particulier dans les territoires ruraux. Donc vraiment important de faire connaître ces gaz verts et ces potentiels. Alors, en plus, en France, on a vraiment l'avantage d'avoir à la fois une électricité qui est majoritairement décarbonée, des électrons qui viennent des centrales nucléaires, des énergies renouvelables, de l'hydraulique. Et finalement, on a fait une tribune récemment, là, on vous a mis quelques mots-clés, énergie renouvelable, sécurité d'approvisionnement, souveraineté énergétique. Mais ces gaz verts, ce sont des molécules qui sont stockables et ça permet d'avoir une flexibilité intersaisonnière. Là où sur souvent l'électricité, on est sur une flexibilité intrajournalière, du stockage par batterie ou des décalages, ou sur quelques jours maximum, avec le stockage de molécules et demain de molécules de gaz vert qu'on pourra produire en France, et bien là on a une flexibilité intersaisonnière qui permet de pallier à une vague de froid prolongée, par exemple sur 2 semaines, ou un problème systémique sur un mode de production. Et donc c'est très important parce que dans le bâtiment en particulier, que chez Cohenov on connaît bien, c'est le secteur le plus thermosensible, c'est là où on consomme le plus en hiver par rapport aux autres saisons, et où il est intéressant d'avoir cette complémentarité des vecteurs énergétiques entre des électrons décarbonés et des molécules de gaz qui se verdissent et qui sont stockables. Donc voilà ce qu'on a défendu dans une récente tribune, où on disait notre indépendance énergétique sera le fruit de l'alliance vertueuse des électrons décarbonés et des molécules vertes. Alors là, on est vraiment sur l'amont de la chaîne, la production du combustible vert, local, stockable, renouvelable. Et puis, on va s'intéresser aujourd'hui, grâce à nos partenaires et à notre présentation du jour, sur le bout de la chaîne, le recyclage des chaudières, puisque là aussi, ce sont des appareils qui ont beaucoup à faire valoir et à valoriser dans cette économie circulaire, parce qu'il y a une compacité en termes de volume. Les chaudières, ça fait à peu près 40-50 kilos par rapport à d'autres technologies. Une pompe à chaleur, aujourd'hui, c'est 200-250 kilos avec un module extérieur. Donc, ce sont des appareils aussi, les chaudières, qui sont robustes, qui ont une bonne durée de vie, avec beaucoup d'éléments qui peuvent être recyclés, et dans lequel il n'y a pas de fluide aussi finalement à traiter et à recycler. Donc, ça peut être un atout aussi, à la fois de la production des gaz verts jusqu'au recyclage des chaudières, de la fourche à la fourchette et de l'assiette à la chaudière. On est vraiment au cœur vraiment de l'écosystème, de l'économie circulaire. Je passe tout de suite la parole à notre premier intervenant, donc Monsieur Jérôme Jean pour Vesta, et afin de nous parler de ce que vous avez mis en place avec votre structure. Merci beaucoup, merci pour cette introduction. Nous, très modestement, on va vous présenter effectivement ce qu'est Vesta aujourd'hui. Alors peut-être que pour tous ceux qui sont connectés,
Eh bien, c'est une interrogation, donc ça va être l'objet de cette présentation. On va modestement vous raconter l'histoire de Vesta, qui est une vraie belle histoire. Je vais vous donner quelques éléments pour qu'on puisse démarrer avec tout d'abord les premiers chiffres clés du projet Vesta. Alors, je ne sais pas si vous les voyez sur vos écrans, je l'espère en tous les cas. Pourquoi est-ce que Vesta est né? Vesta, c'est tout d'abord un centre de valorisation des ressources dédié au métier du chauffage. Pourquoi est-ce que Vesta est né? Parce que tout simplement, en 2022, si on prend cet exemple-là, 508 000 chaudières, un peu plus de 500 000, donc, ont été remplacées. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur le territoire national, les chaudières restent des générateurs complexes. C'est pour cela que Proxiserve, qui est un acteur important des métiers du chauffage au niveau national, a décidé de s'organiser et de se dire on ne va pas subir ces variations du climat, on ne va pas subir l'insertion, on va donc commencer par anticiper ce qui peut nous arriver demain. Donc, l'idée, c'était de quoi? C'était de se dire on va s'appuyer sur deux leviers importants. Le premier levier, c'est l'environnement. On a tous conscience que ça chauffe là-haut et que si effectivement on ne fait rien, demain, quelle planète on va laisser à nos enfants? Aujourd'hui, on s'en rend compte tous les jours. Il suffit d'allumer la télévision, d'ouvrir la presse ou d'écouter la radio pour voir que ça ne va plus. Mais qu'on peut encore agir. Alors, moi, je ne suis pas un ingénieur ou un savant du GIEC, mais en tous les cas, on ne peut que leur faire confiance sur le fait qu'on peut effectivement tous agir. Donc, Proxiserve s'est dit on ne va pas subir, on va s'organiser. Donc, Vesta a été créé. Vesta, c'est le premier centre de valorisation des ressources dédiées au métier du chauffage. Alors, on va voyager un peu. On est aujourd'hui à Paris, mais c'est pas très loin d'ici. C'est à Arques, dans le Pas-de-Calais, dans la région des Hauts-de-France, qu'est né ce premier centre qui existe en France. Je dis bien premier parce qu'il y en aura un deuxième très prochainement. Alors, comment ça fonctionne sur place? Je vais y revenir dans un instant. Juste pour vous donner encore quelques chiffres, 9 583 chaudières ont été retraitées sur l'année 2023 sur le centre Vesta. Pour toutes les équipes qui travaillent localement, tous les bailleurs sans lesquels ce projet ne pourrait exister, c'est une vraie première belle réussite. Ça veut dire qu'en termes de revalorisation de pièces, il y en a eu 19 000. Plus de 19 000 pièces qui ont été revalorisées. Ça veut dire quoi? Tout simplement, c'est des pièces qui auraient dû partir en déchetterie et qu'on a remis dans le circuit. Et on va vous expliquer ça ensuite. Ça veut dire 279 tonnes de matériaux qui ont été triés puis recyclés. Alors, je vous le disais, Vesta, ce sont deux piliers. Le pilier de l'environnement, mais le pilier de l'insertion aussi. Et c'est un vrai projet, c'est une vraie histoire d'hommes et de femmes. Et la vraie belle réussite aussi de ce projet, c'est de permettre d'y adosser l'insertion. 11 personnes ont été réinsérées, donc sont sur le site, et ce sont donc des gens qui ont été éloignés de l'emploi pour plein de raisons, comme ça peut arriver à n'importe qui d'entre nous, et qui, grâce à ce projet, ont retrouvé du sens, et surtout, 3 d'entre elles ont déjà signé des contrats à durée indéterminée, qui reste un objectif évidemment important, on le sait tous. Pour pouvoir emprunter, pour pouvoir exister aujourd'hui, il faut avoir un emploi. Et donc, ces 3 personnes sont très contentes. Et nous, on est très contents d'elles. On espère juste qu'effectivement, on aura d'autres belles réussites. Alors, pour vous présenter quand même le centre Vesta, pour que vous puissiez imaginer à quoi ça ressemble, je vous l'ai dit, c'est situé dans le Pas-de-Calais, à Arques, dans la région des Hauts-de-France, une région qui d'ailleurs, je les salue, une région très très fière, commencée par son président Xavier Bertrand, de la naissance de ce centre, Xavier Bertrand et toutes ses équipes. Sur place, il y a donc une équipe de 11 personnes. On a un plateau technique, un magasin, je vais vous expliquer pourquoi et comment. Et puis une salle de formation aussi, parce que ça, c'est très important. On entendra dans un instant un fabricant de chaudières, qu'on invite bien évidemment à venir sur notre centre de formation Vesta, parce qu'on y forme des collaborateurs, on leur propose un vrai parcours d'insertion et un vrai parcours qui doit leur permettre à l'arrivée de signer un contrat à durée indéterminée, ou en tous les cas de retrouver le goût au travail. Alors, Vesta, c'est quoi? C'est une belle rencontre, je vous l'ai dit, entre deux acteurs. Proxiserve, qui est un acteur majeur des métiers du chauffage, qui depuis déjà des années se dit, mais comment est-ce que nous, acteurs importants au niveau national, on pourrait aider à faire qu'on ait demain, entre guillemets, en toute modestie, un monde meilleur, avec deux motivations, je vous l'ai dit, l'environnement et l'insertion. Et Proxiserve a donc décidé de mettre des moyens à disposition pour créer Vesta aujourd'hui. Et puis, à côté, il y a un partenaire, parce que je vous l'ai dit, l'insertion, c'est vraiment un élément très important. Et donc, le partenaire qui nous suit sur la partie insertion est une structure qui s'appelle Démultiples, qui existe dans le centre de la France, qui existe aussi dans les Hauts-de-France, qui a un centre à Tourcoing et un centre à Arques. Et Démultiples nous aide beaucoup sur cette partie insertion. Une parenthèse rapide sur l'insertion, parce que n'a pas toujours bonne presse, il faut se dire les choses, on est là pour ça aussi. Parfois, certains estiment que l'insertion, ça va être difficile à gérer, on ne va pas pouvoir leur faire confiance, on va avoir des problèmes. Je puis vous garantir qu'avec Vesta,
que cette idée imaginée et créée par Proxiserve, ce n'est pas le cas. On a de vraies belles réussites de gens très compétents et qui arrivent ensuite dans les entreprises avec un niveau de compétence incroyable. Donc, on peut aussi aider ces gens qui ont été éloignés de l'emploi. Monsieur Jean, peut-être un mot sur ça, parce que c'est vraiment un sujet important aussi dans la responsabilité sociale des entreprises aujourd'hui. On est au cœur des sujets de développement durable, des social, insertion. Donc là, vraiment, ce que vous faites est majeur sur ce plan-là. Avec quel type d'association, avec quel type de collectivité locale vous travaillez justement pour trouver les personnes qui sont en recherche d'emploi ou un peu éloignées du monde de l'emploi? Est-ce que vous avez des partenariats justement avec qui? Alors, la clé vraiment du succès de Vesta sur cette partie insertion, c'est le partenariat qu'on a noué avec des multiples. Voilà. Il existe dans toutes les villes de France, pour celles et ceux qui nous regardent un peu partout, des structures d'insertion, de réinsertion ou d'inclusion, hein, peu importe le terme. Ils ont une vraie compétence pour se rapprocher des OPCO, des OPCA, des pôles emploi et une vraie sensibilité. C'est un métier dans le métier. Avec Vesta, et donc Proxiserve à côté, on a la connaissance technique du produit, on a une vraie expertise au niveau national, et avec des multiples, on a cette connaissance de l'insertion. Et très clairement, chez Vesta, ce qu'on propose d'ailleurs aux collaborateurs qui sont, et que je salue parce que je sais qu'ils nous regardent actuellement, et qui sont sur le site de Vesta, c'est de faire des choses qu'on donnerait très aisément à nos collaborateurs chez Proxiserve. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'insertion, on ne fait pas faire aux autres ce qu'on n'a pas envie de faire chez nous. C'est une vraie valeur ajoutée, l'insertion. Et c'est une belle réussite. Et j'incite vraiment toutes celles et ceux qui hésitent, qui ne savent pas, qui se plaignent parce qu'aujourd'hui, on est tous confrontés à des problèmes d'emploi, de recrutement. On n'arrive pas à trouver du monde. Là, on a une vraie ressource efficace. Donc, nous, c'est le partenariat avec des multiples qui a fait le succès de Vesta sur la partie insertion. Alors, ça, c'était important de vous parler de cette belle rencontre. Ensuite, on peut peut-être se poser la question de savoir ce que ça peut apporter pour un bailleur. Parce que l'histoire, c'est quoi? Vesta, c'est un centre de valorisation des ressources dédié au métier du chauffage. Qu'est-ce qu'on fait? On récupère les chaudières. Et puis à l'intérieur du centre, on démantèle ces chaudières et il y a une partie des pièces qu'on qualifie chez nous de pièces non dangereuses qui sont réutilisées. Alors elles sont, avant d'être réutilisées, testées, nettoyées, mises sous blister, elles repartent dans un magasin qu'on a vu tout à l'heure, qui se trouve sur le site. Ce magasin, on peut y venir physiquement, mais on peut aussi commander. Et qui est-ce qui en bénéficie? Alors les équipes de Proxiserve, évidemment, mais aussi certaines régies de bailleurs. Parce que le vrai succès de Vesta, vous avez parlé de partenariat, c'est un mot important, des multiples, Proxiserve, mais les bailleurs aussi, les promoteurs. On travaille très bien avec Bouygues Bâtiment également, on travaille très bien avec Rabot du Tilleul, avec des entreprises qui se posent plein de questions qui nous regardent peut-être aujourd'hui. Mais comment est-ce qu'on peut faire pour faire de la RSE? Parce qu'on nous dit qu'il faut le faire, mais comment il faut le faire? Donc très simplement, on leur ouvre nos portes. Donc on récupère ces chaudières qui sont essentiellement non pas liées aux particuliers, mais aux bailleurs sociaux. Donc ce sont les bailleurs sociaux qui nous permettent de récupérer leurs chaudières. On les récupère, on les démantèle, et grâce à ça, il y a des gens qui retrouvent du travail. Donc vous travaillez toutes marques confondues, donc vous êtes capable de retraiter des chaudières qui viennent de différents fabricants. C'est justement l'intérêt aussi de votre centre de formation, c'est que vous vous Voilà. spécialisez. Vous diriez quel est le pourcentage de pièces qui sont recyclables en toute sécurité sur une chaudière? C'est difficile à dire, mais qu'est-ce que vous arrivez à valoriser? Alors nous, aujourd'hui, sur la chaudière, tout ce qui est bakélite, par exemple, très clairement, on n'en fait rien. Ça part au recyclage. Donc voilà, on a une entreprise qui vient et qui récupère cette partie-là. Mais nous, notre objectif, c'est d'optimiser un maximum de pièces. Donc sur la chaudière, c'est à peu près 80% de pièces qui sont recyclées. Tout en sachant qu'aujourd'hui, on va être très clair, on nous parle parfois de reconditionnement. Est-ce que demain, ça nous arrive, hein, quand on fait certains chantiers, ça va surprendre personne parmi les professionnels, quand vous réhabilitez 300 logements, quand un bailleur social décide de réhabiliter 300 logements, il se peut que dans les 300 chaudières qu'on va démonter, pour mettre des chaudières qui consomment moins aujourd'hui, eh bien, il se peut qu'on ait des chaudières qui aient moins d'un an. Donc, c'est des chaudières qui sont en bon état, qui ont été entretenues. Aujourd'hui, on n'a pas trouvé de solution pour pouvoir faire du reconditionnement. C'est-à-dire prendre une chaudière et la reposer ailleurs. Ça, c'est des choses sur lesquelles on s'interroge, nous, beaucoup. Et je pense qu'effectivement, les professionnels des métiers du chauffage arriveront demain à ce qu'on puisse aboutir à du reconditionnement. Mais pour l'instant, on fait de la vente de pièces. Et ça, c'est important. Alors, on a un magasin sur le site de Vesta, ce qui permet à Vesta d'être à peu près à l'équilibre. Mais on a de telles réussites sur le plan de la réinsertion. Et puis, c'est une vraie fourmilière. Il faut voir comment ça travaille sur place. J'y étais encore hier. Ils font ça de façon très artisanale.
on a face à nous des entreprises qui sont très bien structurées au niveau national, voire même international, qui sont des acteurs majeurs. Mais là, en l'occurrence, c'est une histoire d'hommes et de femmes, comme je l'ai dit, qui travaillent parfois avec la brosse à dents pour nettoyer une pièce. Parce qu'on est ISO 14001, il y a plein de choses qu'on n'a pas le droit d'utiliser. Donc voilà, il faut respecter un certain nombre de normes. Donc, en ce qui concerne Vesta, si on n'a pas les bailleurs, très clairement, aujourd'hui, il n'y a pas Vesta. Et puis surtout, les 11 personnes qui sont sur le site n'existent pas. Donc, je voudrais saluer les bailleurs et on voit ces quelques photos avec des bailleurs qui ont donné leur engagement, parce que les bailleurs des Hauts-de-France étaient prioritaires sur Vesta et sont très, très, très sensibles et très impliqués pour apporter. Là, vous voyez des bailleurs qui sont autant de la Somme que du Nord que du Pas-de-Calais. Voilà, c'est une vraie réussite collective et je voudrais les saluer. L'avantage pour les bailleurs, au-delà de donner la chaudière, c'est-à-dire de se débarrasser d'un déchet, qui est donc pris en charge par Vesta, c'est d'une part une attestation d'empreinte carbone. C'est-à-dire que grâce à l'action que nous menons avec les bailleurs, avec des multiples, à tout ce schéma que je vous ai présenté, ça permet effectivement d'agir véritablement en termes d'environnement. Donc, on fournit une attestation d'empreinte carbone puisqu'on ne jette plus, on réutilise. Deuxièmement, attestation d'heure d'insertion. Grâce aux bailleurs, et je les remercie encore une fois, je pourrais le faire des heures et des heures, bien, grâce à eux, il y a des gens qui vont retrouver du travail et qu'on va remettre dans le cycle de l'emploi, à qui on va redonner confiance. Et puis ensuite, c'est un peu la cerise sur le gâteau, ce qu'on propose aussi aux bailleurs, c'est de dire choisissons un terrain et faisons un peu d'aménagement environnemental ensemble. C'est-à-dire qu'on considère qu'à partir du moment où on a un certain nombre de chaudières importantes, eh bien, il faut aussi renvoyer la balle aux bailleurs, il faut aussi les remercier. Donc, on fait de l'aménagement environnemental. Le bailleur choisit un terrain et nous, on vient participer pour toute la végétalisation de ce terrain. Donc, pour toutes ces raisons-là, et je ne suis pas venu faire du commerce ce matin, mais je vous remercie de nous avoir invités, on est très très fiers de ce beau projet. Et donc, je voudrais effectivement terminer par toutes celles et tous ceux qui nous ont rejoints pour le moment, la CIP, l'AMSOM, le groupe Vilogia, Habitat Hauts-de-France, Partenaire Habitat, Logis Métropole, Habitat du Nord. Et nous allons avoir 2 bailleurs supplémentaires des Hauts-de-France qui nous rejoignent. Autant vous dire que les principaux bailleurs des Hauts-de-France sont là. Et à partir du mois de septembre, nous allons ouvrir maintenant à d'autres bailleurs qui seront hors région de France. C'est un engagement que nous avions avec Xavier Bertrand et on le tient. Tout à l'heure, vous avez parlé justement de cet engagement de la région et qu'effectivement, en termes de production de gaz vert aussi, est extrêmement engagé. Donc, est-ce que les collectivités locales sont aussi des partenaires pour vous? Est-ce qu'elles soutiennent le projet? Est-ce que financièrement, elles pourraient aussi monter dans le projet? Parce que là, vous êtes vraiment sur de l'action sociale, de l'action environnementale, un lien avec les bailleurs sociaux. Donc, est-ce qu'il y a des liens aussi de partenariat financier qui peuvent être envisagés ou pas? Tout ça est nouveau, tout ça se met en place. Donc, il ne faut pas oublier que sur le plan pédagogique, sur le plan humain, c'est bien, c'est beau, c'est bien présenté, mais c'est beaucoup de changements pour les équipes techniques sur le terrain, pour les bailleurs. Nous, sur le site, on avance tous les jours en mode découverte. Parce que, tiens, cette pièce-là, on va peut-être pouvoir la récupérer. Et puis, on fait un test. Et puis, on met des pièces de côté. Quand on nous appelle et qu'on nous dit il faut tant ou tant, euh, tout est en train de se mettre en place. Tout est en train de se structurer. On avance, j'allais dire, un peu avec la frontale, sans trop savoir où on va aller, mais on avance avec une sacrée détermination, une sacrée envie. Donc, je pense que les collectivités mènent déjà des actions. Nous, notre souhait, après les bailleurs, on a encore tellement de travail à faire avec les bailleurs. Vous l'avez vu tout à l'heure, près de 500 000 chaudières ont été remplacées en 2022, qu'effectivement, après, on ira sûrement voir le particulier. Et là, les collectivités, sûrement, monteront dans le train. Aujourd'hui, elles sont les bienvenues pour venir nous aider, pour venir nous soutenir. On a besoin d'elles. Et aujourd'hui, vous avez montré l'exemple dans le Nord, mais est-ce que du coup, vous avez des appels du pied pour essayer de créer de telles structures dans d'autres régions et comment vous envisagez cette croissance ou la façon d'essaimer un peu partout en France? Pour répondre à votre question, il y a déjà une caractéristique dans le Nord, c'est que on sait ce que c'est que l'insertion. C'est-à-dire que les entreprises travaillent avec l'insertion. C'est pas, voilà, c'est une vraie volonté et on intègre assez facilement. C'est pas le cas dans toutes les régions de France. Voilà, pour plein de raisons liées à l'histoire de cette région, on sait ce que c'est que l'insertion, on sait ce que c'est que d'insérer. Et donc, il y a une intelligence collective dans le Nord de la France qui a fait que dès qu'on a lancé cette idée, on a contacté quelques bailleurs et ensuite d'autres nous ont contactés. Donc, c'était cette petite boule de neige qui part en haut de la colline et qui finit en énorme boule de neige. Donc, il y a un véritable investissement des bailleurs aujourd'hui. On s'était laissé jusqu'à la fin de cet été et on va se laisser jusqu'à la rentrée septembre pour vraiment
avoir l'intégralité des bailleurs. Il y en a 2 ou 3 qui sont en train de nous rejoindre. Tant qu'ils ne sont pas là, on n'en parle pas, mais on aura de bonnes nouvelles à annoncer dans les semaines qui viennent. Petit à petit, on va aller vers d'autres bailleurs. Grâce à l'USH et à l'URH, que je remercie aussi ce matin, on a eu l'occasion de faire le congrès HLM de Lyon et de Nantes sur les 2 dernières années. On avait un tout petit stand. Je puis vous assurer qu'on a eu énormément de visites de bailleurs, d'associations de locataires, de promoteurs qui nous ont dit mais c'est une super idée, on veut le faire. Le problème qu'on a, c'est qu'il faut quand même qu'on suive une certaine logique environnementale. Donc, je suis désolé, mais effectivement, quand on est contacté par des bailleurs marseillais, par des bailleurs nantais, récupérer des chaudières de Marseille pour les emmener à Arques, ça n'a plus aucun sens. Donc, on a bien entendu l'appel du pied des bailleurs et des acteurs de la filière, et on espère vraiment qu'en début d'année, début 2025, on pourra ouvrir à Bordeaux. Parce que c'est un peu, c'est d'ailleurs une belle annonce qu'on peut faire ce matin. Euh, c'est dans les tuyaux chez nous. Donc on a un Vesta qui va ouvrir à Bordeaux. Euh, donc on va pouvoir rééquilibrer, j'allais dire, toute cette partie environnementale parce que c'est quand même frustrant de voir des gens et de leur dire bah, merci de venir nous voir, merci de nous dire que c'est une belle idée. Pour l'instant, on ne pourra pas faire. Donc voilà. Et puis après, j'espère qu'il y a plein d'autres entreprises, d'autres prestataires, d'autres fabricants, et on va l'entendre dans un instant, qui vont avoir une idée ressemblant à celle-ci. Parce qu'on n'a pas, encore une fois, l'environnement ou l'insertion n'est pas la propriété de Vesta. Et si plein d'autres ont cette idée-là, on est tout à fait preneur. Je vais peut-être terminer par un petit film pour qu'on sourie un peu, Simon. Non. Avant le petit, si, mais avant le petit film, on a des questions. On a une question Mais sur le chat. avec grand plaisir. On a une question de Stéphane Audi, qui est chef de projet low-tech chez GRDF, qui s'interroge sur le modèle économique pour les pièces détachées recyclées. Comment sont-elles valorisées économiquement? Et puis, ce business model inclut une perte potentielle de revenus ou de marge pour Proxiserve. Est-ce que cela est dédié à des contrats de pièces et de main-d'œuvre qui sont incluses? Ça, c'était la première question. Et tu nous as beaucoup parlé de bailleurs. Tu as dit tout à l'heure, je crois, que ça pouvait aussi s'ouvrir à d'autres publics. On peut imaginer que des artisans peuvent être aussi intéressés Oui. pour travailler avec vous. Je ne sais pas si un particulier aussi à terme pourrait venir. Comment tu vois aussi cette évolution à terme? Ça fait une belle question. Heureusement qu'il n'y en a qu'une, Simon, parce que pour y répondre assez rapidement, le modèle économique, il est simple. Le magasin Vesta donc, se trouve sur le site. Pour l'instant, c'est un magasin qui est réservé aux professionnels des métiers du chauffage, évidemment, et puis prioritairement à ceux qui nous sont partenaires. Voilà. Les partenaires, c'est-à-dire qu'on a des régies de bailleurs, on a des prestataires, pas que Proxiserve d'ailleurs, on a d'autres prestataires qui, eux aussi, ont un accès spécifique et peuvent acheter les pièces. Les pièces, elles sont disponibles. On a tout un système de logiciels de gestion assez classique qui permet d'acheter les pièces quasiment aujourd'hui 50% de leur valeur. Voilà, et on est content de voir qu'on a des fabricants qui se rapprochent de nous. J'en parlais tout à l'heure, des acteurs importants de ces métiers au niveau international même, qui s'interrogent parce que Vesta n'a pas pour vocation de faire concurrence aux fabricants. Bien au contraire, sans eux, on n'est pas là. Nous, de toute façon, ces chaudières, elles sont démontées. Et puis, si elles sont démontées, c'est que bien souvent, elles ont déjà un peu vécu, mais pour autant, on a encore besoin de pièces. Donc, c'est quand même dommage de jeter, surtout quand on voit les conséquences que ça a aujourd'hui au niveau national. Donc, sur le modèle économique, heureusement que Proxiserve a eu cette bonne idée-là il y a une dizaine d'années. Il y a eu tout un tas de travail de recherche et de développement chez Proxiserve avant que l'idée ne naisse. Et ça a été l'objet de mon arrivée chez Proxiserve, que de mettre en avant Vesta, qui existait déjà, mais qui aujourd'hui se veut vraiment à 360. C'est-à-dire que demain, un professionnel des métiers du chauffage qui prend contact avec Vesta, j'en profite, on est disponible sur LinkedIn, on a une page Facebook, on a un site internet, on a une adresse mail, et je suis sûr que Coenov donnera toutes les coordonnées si c'est nécessaire. On a besoin de beaucoup de soutien. Je fais une présentation, j'essaie de la faire souriante, mais on est sur un sujet sérieux où on a besoin d'être soutenu. Vous parliez des collectivités, les particuliers. Demain, on ira vers les particuliers. On est en train de réfléchir, pourquoi pas, à l'aménagement d'espaces dédiés dans les déchetteries pour pouvoir récupérer toute cette partie chaudière qui, ne l'oublions pas, n'intéresse personne. Ça a touché au gaz, parfois au fioul. Donc globalement, personne n'en veut des chaudières. Donc quasiment tous les jours, on a une collectivité, un bailleur, un promoteur qui nous dit mais qu'est-ce qu'on peut faire de ces chaudières? J'ai cru comprendre que Vesta, donc on a une mine d'or, et j'incite vraiment toutes celles et tous ceux qui le veulent demain à nous rejoindre. On a encore plein de choses à imaginer. On n'est vraiment qu'au début de l'aventure. Merci beaucoup, c'était passionnant et je crois qu'on a une petite vidéo pour conclure.
Eh ben, on va la regarder. Alors, cette vidéo, elle a pour objet d'être un petit peu souriante. Je vous l'ai dit, on est sur un sujet sérieux. Elle dure moins de 2 minutes. Je vous laisse la regarder, on pourra en parler après. Non, hé, je suis peut-être en fin de vie, mais je ne suis pas morte. Bon, d'accord, j'ai un peu vieilli et je consomme de l'énergie, c'est vrai. Mais je peux encore être utile. Oh, ça y est, il m'emmène. Hé, doucement, je vous rappelle que je suis une vieille chaudière, moi. Mais on est où, là? Ah, on arrive chez Vesta, à Arques, dans les Hauts-de-France. C'est là que les bailleurs sociaux envoient leurs chaudières. Ici, on recycle les vieux modèles comme moi. Il a l'air content, notre bailleur. Et je le comprends, il mène une démarche environnementale et inclusive. C'est bon pour la planète. Bah, tu m'étonnes. Vesta et ses partenaires ont tout démonté avec une équipe de professionnels agréés et s'est chargé du transport. Pour le bailleur, c'est simple. Il faut juste faire don de ses vieilles chaudières. Oh, hé, doucement! Pourquoi ils me prennent des pièces, eux? Ah, c'est pour donner une seconde vie aux pièces dites non dangereuses qui vont être reconditionnées. Je vais peut-être vivre une nouvelle vie. Après tout, c'est pas mal. Et pour les parties de moi pas récupérables, on fait quoi? Bah, elles vont être dépolluées et recyclées. Avec tout ce que j'ai produit comme CO2, c'est normal que je devienne un geste pour la planète finalement. Et puis ici, à Arques, je vois qu'ils ont tout le matériel. Il n'y a pas à dire, c'est du sérieux. Oh, et puis je vois qu'avec Vesta et grâce aux bailleurs, nous permettons à des gens éloignés de l'emploi de retrouver une formation, un emploi, un métier. Finalement, je ne chauffe plus pour les radiateurs, mais je réchauffe encore les cœurs. Merci bien, ma vidéo très pédagogique, hein. Ça nous aide à bien voir et à bien cerner tout ce que vous faites et c'est vraiment très bien ce que fait Vesta aujourd'hui. C'est gentil, merci. Et je salue toutes celles et tous ceux qui travaillent sur le site. Et je suis content d'avoir vu leur visage, leurs yeux. Et on sent le plaisir et c'est important. Merci beaucoup, Jérôme. Nous allons passer la parole maintenant à Nicolas Casoeto, directeur industriel de Bosch Home Comfort, ELM Leblanc. Nicolas. Merci de me donner la parole. Donc, je suis très content d'être présent avec vous pour vous présenter là où l'on est en termes de démarche de recyclage, ce qu'on fait déjà chez nous et dans quelle démarche est-ce qu'on s'inscrit. Peut-être quelques mots d'abord avec ELM Leblanc, Bosch Home Comfort. Je ne sais pas si on voit les slides. Donc, ELM Leblanc fait partie donc, de la division Bosch Home Comfort. On fait à peu près 200 millions d'euros de chiffre d'affaires sur à peu près tous les métiers du chauffage. Donc, on a notamment les chaudières murales gaz, évidemment, également des pompes à chaleur et des pompes à chaleur RO et RR. On vend sur les deux marques, donc ELM Leblanc pour les chaudières et puis Bosch pour les autres produits. On est également présent sur tout ce qui est chaudière de grosse puissance pour le tertiaire et l'industrie. En France, nous avons 2 sites de fabrication. Un premier site de fabrication sur le site de Drancy, donc en région parisienne, que je vais détailler un petit peu plus par la suite. Et également un site de fabrication en Bretagne, à Saint-Égonec, dans la région de Morlaix, qui fabrique des ballons pour les pompes à chaleur. Et puis, vous voyez une petite voiture en bas à droite. Donc, nous avons au sein de la filiale ELM Leblanc à peu près 300 dépanneurs qui font la maintenance et l'entretien des chaudières ELM Leblanc et Bosch. Donc, petit zoom sur le site de Drancy. Donc, le site de Drancy, on fait 3 choses. On fait tout d'abord donc la production de chaudières murales gaz. Donc, ça, c'est un site historique. On a également la fabrication de pièces détachées et surtout toutes les pièces détachées qu'on envoie pour la filiale partent du site de Drancy. Et puis, ce qu'on appelle nous, chez nous le C2R, donc le Centre de retour et de recyclage, qui a été créé il y a une dizaine d'années, et je vais vous détailler un petit peu plus par la suite. Et puis j'en profite, il y a un 4e pilier qui a commencé aujourd'hui, puisque nous avons l'inauguration du campus Expérience, donc qui est un centre de formation
de 1200 mètres carrés qui est aujourd'hui inauguré. Donc on est très heureux et on salue tous les équipes qui ont travaillé là-dessus. Moi, Nicolas, j'ai eu la chance de visiter ce site de Drancy. C'est à la fois un site historique, LM Leblanc, on connaît bien cet acteur, cette histoire, ce nom, et puis un site qui sait se moderniser avec ce centre de formation là, dont vous parliez. Et ce qui est impressionnant aussi, c'est cette gestion des pièces détachées. Vous avez la chance d'avoir ce réseau d'entretien, de services après-vente qui vous remonte aussi des informations et des pièces. Donc vraiment un site emblématique. Combien de personnes travaillent là à Drancy sur ce site? On est à peu près sur 250 personnes sur le site de Drancy, avec donc c'est également le centre pour la filiale, donc c'est sur l'ensemble de la filiale. D'accord. Et Saint-Égonec, c'est à peu près... On est sur 200 et quelques personnes, tout à fait. Voilà, donc une implantation de Bosch en France forte avec ces deux sites industriels. Exactement. Sur l'ensemble de la filiale, j'ai oublié de le mentionner, on est autour de 800 personnes sur l'ensemble de la filiale. Donc on va faire un petit zoom sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir le centre de retour et recyclage. Donc ce centre, il a démarré au début des années 2010 d'une démarche en fait avec des opérateurs qui avaient un certain nombre de restrictions, et donc on s'est posé la question comment faire pour continuer à travailler avec des opérateurs qui avaient des problématiques musculo-squelettaires. Et donc on a travaillé sur ce centre de retour et recyclage. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est? Ce centre de retour et recyclage, il récupère les pièces détachées de nos dépanneurs. Il va récupérer les pièces qui ont été endommagées dans les transports. Et puis également, on va récupérer les pièces qui ont eu des problèmes qualité. Sur le site en lui-même, qu'est-ce qu'on fait? On évalue la qualité. Donc on va regarder si la pièce ou l'appareil est toujours correct. On va faire de la remise à neuf. On va réemballer quand la pièce est bonne. Et quand elle n'est pas bonne, eh bien, on va la démanteler et on va trier. Donc le résultat, l'output de ce centre de retour et recyclage, c'est soit directement des produits vendables neufs, notamment ceux qui sont revenus de nos produits, de nos stockages finis, soit directement des composants qu'on peut remettre en production. Donc on a ces synergies, comme je le disais, avec la production qui est juste à côté, ou bien des pièces détachées quand le produit n'a pas été utilisé. Donc on est vraiment sur de la pièce détachée neuve sur le centre de retour et recyclage. Et quand on ne peut pas utiliser ces matériaux-là, on les démantèle et donc on fait de la matière revalorisée derrière. Donc ce site, on est actuellement, donc cette activité-là, l'année dernière, on était 5 personnes. On a traité 29 000 pièces détachées et 150 000 tonnes ont été revalorisées. Est-ce que ces 5 personnes, elles sont venues d'autres branches d'activité qui étaient présentes sur l'usine, ou est-ce que vous avez fait des recrutements spécifiques pour ces postes-là? Et puis, quel retour ils vous font? Est-ce qu'ils sont fiers de travailler, comme Vesta le mentionnait auparavant, dans ce secteur de l'économie circulaire, du recyclage? Quel retour vous avez? Donc, les personnes qui travaillent sur ce centre sont toutes issues de la production, et donc elles sont très contentes et très fières finalement de trouver un travail qui a sa vraie valeur ajoutée, alors qu'elles ont ces restrictions-là. Elles n'y peuvent pas grand-chose, malheureusement. Donc, on s'est évidemment modernisé en termes d'ergonomie sur le site, mais voilà, il y a un historique qui fait que certaines personnes ont des restrictions et ne peuvent plus travailler en production. Et donc, elles sont très fières, très contentes de travailler sur ce centre de retour et recyclage. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce centre de retour et recyclage, qui a été créé de début des années 2010, il était vraiment orienté sur notre organisation interne. Donc, vraiment, les pièces détachées qui venaient de nos dépanneurs, les produits finis qui étaient dans nos entrepôts. Et puis, une réflexion au niveau on parlait de RSE, au niveau du groupe Bosch. Donc, on a toute cette démarche RSE. On vous a mis en haut à droite le petit picto de la RSE chez Bosch. Donc, il y a 6 piliers. Donc, on a le traitement de l'eau, l'économie circulaire, on va en reparler, la diversité, les droits humains, la santé et puis les actions pour le climat. Donc, on est dans ce contexte-là et donc on se focalise sur, en termes d'économie circulaire, mais également en termes de diversité, qu'est-ce qu'on peut faire? On a également une réflexion, voilà, on sait que le gaz à moyen long terme a une tendance baissière, et donc on se pose la question, quelles activités développer sur notre site de Drancy. On a évidemment la loi AGEC, donc ce contexte fait que on se pose la question, et on voit ça vraiment comme une opportunité, de dire actuellement on travaille vraiment sur nos processus internes, et on voit quand même que les chiffres sont quand même assez conséquents, hein, on parle de 150 tonnes de retravaillés. On se pose la question, qu'est-ce qu'on peut offrir de plus? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on sait que les chaudières qui sont en fin de vie,
les installateurs, certains installateurs récupèrent les composants, les anciennes chaudières, et les utilisent. Alors principalement, nous, ce qu'on voit, c'est surtout sur la récupération de matériaux. Donc le cuivre, en ce moment, en plus, le prix du cuivre a atteint des sommets. Donc voilà, donc c'est vraiment utilisé uniquement sur cette partie matière. Et puis, en tant que fabricant, on a une vraie complexité, c'est que la plupart de nos composants viennent de fournisseurs externes. Et quand on se retrouve avec des délais de 10 à 15 ans, on souhaite maintenir nos appareils entre minimum 10 à 15 ans après la dernière fabrication, et on se retrouve avec des composants qui, malheureusement, sont extrêmement compliqués. Soit le fournisseur n'est plus présent, soit il a arrêté cette production. Et donc, se pose la question de ces pièces détachées on a du mal à se fournir. Et donc, notre conviction, elle est très claire, c'est que les anciennes chaudières sont vraiment un gisement inexploité de pièces détachées. Donc, Jérôme en a parlé. Franchement, il y a un vrai business qu'on peut faire derrière ça. Et donc, nous, notre objectif, il est très clair, c'est qu'on a parlé de partenariat. Nous, notre démarche, elle s'inscrit vraiment dans l'idée de faire un écosystème et de créer un écosystème vertueux pour que tout le monde y trouve son intérêt. Et donc, pour ça, on a un peu décortiqué cette démarche-là, cet écosystème. Et donc, ce qu'on voit, c'est que finalement, il y a 3 partenaires à convaincre. Et pour ces 3 partenaires, il faut que ce soit bénéfique comme démarche. La première, c'est pour l'installateur. Actuellement, comme je le disais, la plupart des installateurs gardent leur ancienne chaudière, détricotent la chaudière et ne valorisent que la partie matière. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que pour Bosch, de les retraités, on est une entreprise, donc on est obligé d'avoir des activités rentables, et donc il faut faire en sorte que la récupération et le démantèlement de ces chaudières-là, elles soient valorisables et qu'on puisse avoir une certaine rentabilité derrière. Et puis le troisième point, et je pense que celui-là, il est vraiment essentiel, c'est qu'au niveau des services après-vente, actuellement, la plupart des gens utilisent des pièces détachées neuves. On est quand même sur un produit gaz, donc se pose la question, si je prends la pièce détachée de deuxième main, quelle confiance avoir? Donc on est vraiment dans cette démarche de créer cet écosystème-là, et cet écosystème-là ne sera véritablement vertueux que si ces 3 acteurs ils voient un intérêt. Donc à la fois l'installateur, de mettre à disposition ces anciennes chaudières, Bosch pour faire en sorte que ce soit une activité rentable, et puis cette confiance des pièces détachées de deuxième main. Et ça, c'est vraiment important. Il faut vraiment faire attention à ça. Il ne faut pas aller tromper le consommateur final, parce que d'aller lui mettre de la pièce détachée de deuxième main, alors peut-être qu'on aura un avantage à très court terme, mais sur le long terme, ça va nous freiner, ça va nous bloquer en termes de développement de cet écosystème-là. Oui, vous avez raison, il y a un enjeu de sécurité dans tous les appareils, toutes les installations qui touchent au gaz. Il est nécessaire de bien calibrer pour ne pas avoir de contre-référence. Voilà. Et puis avoir un écosystème qui trouve une rentabilité et qui ne vient pas déposséder effectivement des installateurs qui aujourd'hui ont des usages peut-être de récupération de certaines matières et donc les intéresser à ce que l'ensemble d'un produit soit recyclé, pas uniquement les pièces les plus valorisables. Ça, c'est vraiment un travail d'ensemble que vous faites et qui est vraiment important et intéressant pour qu'on atteigne le 80-90% de pièces à recycler sur une chaudière et pas que le cuivre que vous avez mentionné. Ouais. Mais vous venez de dire, je me permets d'intervenir, vous avez dit quelque chose, et j'acquiesçais, sur cette sensibilisation auprès des professionnels de nos métiers, à bien comprendre que si on a remis cette pièce dans le circuit, et je pense que chez vous c'est la même chose, c'est qu'on s'est assuré qu'elle était en parfait fonctionnement. Et je le dis parce que parfois, on a des équipes techniques qui ont un petit doute, qui disent, et nous on fait le test souvent sur place, on leur dit, mais on vous donne 2 pièces, il y en a une qui est neuve. Dites-nous laquelle c'est. Je peux vous assurer qu'une fois sur 2, ils se plantent. Donc, il faut aussi rassurer les équipes techniques. Je pense que vous êtes des professionnels de ce métier. Les gens font leur travail très correctement, avec beaucoup de conscience. N'ayons pas peur d'utiliser des pièces recyclées. Il n'y a pas plus de problèmes parfois qu'avec des pièces neuves. Je pense aux cartes électroniques parfois. Il peut y avoir un petit défaut, il peut y avoir un problème, et pourtant elle est neuve. Les pièces recyclées, c'est vraiment l'avenir. Moi, je le pense. Je ne sais pas si vous partagez cette vision. Et donc, pour faire en sorte que cet écosystème, on crée cet écosystème, quand on prend ces 3 partenaires à convaincre, mais également, donc, on a un certain nombre de verrous, donc nous, ce qu'on considère comme des verrous à la fois économiques, donc il faut, comme je le disais, que chacun y trouve son compte.
on parlait de reverse logistique. Donc, on disait par exemple que quand on a des bailleurs qui sont à Marseille, bah, il faut aller envoyer des anciennes chaudières sur le site de Drancy. Par exemple, ça risque d'être très compliqué pour avoir une certaine rentabilité. Également, le temps de démantèlement, il ne faut pas négliger cet élément-là et de faire ça de manière sécurisée pour nos opérateurs. On a une complexité technique puisque il faut qu'on décompose cette chaudière-là et qu'on aille retrouver la pièce détachée et de faire en sorte de ne pas aller se tromper. Bien souvent, il y a deux pièces détachées qui ont quasiment la même qui sont deux pièces détachées différentes. Rien ne ressemble à un détecteur de débit qu'à un autre détecteur de débit. Donc voilà, il faut vraiment faire attention à ça. Et c'est essentiel par rapport à cette confiance à instaurer dans cet écosystème. Et puis, un verrou commercial pour faire émerger ce marché de deuxième main et cette transparence et cette confiance sur l'ensemble de la chaîne. Et Bosch, de par l'expérience que l'on a avec ce centre de retour et recyclage avec nos fabrications internes, on a un certain nombre de forces. D'une part, avec le site de Drancy, où on a les synergies avec le site de fabrication, avec l'expédition des pièces détachées. Notre capacité également à industrialiser des processus. On est un industriel, donc voilà, c'est le genre de choses qu'on sait vraiment faire. Également sur le référencement des composants. Donc nous, alors, on parlait de l'ensemble des chaudières. Nous, on n'a aucune vocation à aller chercher l'ensemble des chaudières. On est vraiment sur nos chaudières à nous. C'est le premier pas pour faire en sorte. Et donc, c'est là où on a également toute la compétence et la connaissance par rapport aux composants historiques. Et puis, je reviens sur cette notion de confiance. Euh, on a impérativement la nécessité de valider d'un point de vue qualité les composants, mais également de certifier. Donc, pour nous, la vraie valeur ajoutée de Bosch dans cet écosystème-là, c'est qu'on va aller certifier que la pièce est bonne. Donc ça, c'est extrêmement important. On est dans une réflexion d'aller valider, d'avoir des signes distinctifs sur la pièce détachée pour dire que cette pièce-là, elle est confirmée comme étant la nôtre, et ça pour aller confirmer cette notion de confiance. Et donc voilà notre offre, et je pense que c'est intéressant d'en débattre, et j'espère qu'on aura des questions par la suite. Nous, notre démarche, c'est d'aller proposer, pour essayer d'alimenter cet écosystème vertueux, c'est d'aller proposer à des installateurs ou des bailleurs sociaux qui jouent le jeu, de leur mettre à disposition un accès privilégié à ces pièces détachées de seconde main. Merci Nicolas. Une question, donc on voit bien qu'il y a un marché, qu'il y a des perspectives de croissance très intéressantes là-dessus. Quelles sont les perspectives de développement pour vous? Est-ce qu'il y a d'autres centres que celui de Drancy qui vont ouvrir? Tout à l'heure, on a eu une petite annonce de mon voisin. Est-ce que chez Bosch, il y a aussi une vision long terme? J'imagine que oui, mais est-ce qu'il y a déjà des choses dans les tuyaux? On est sur le site de Drancy, on a une démarche de fabricant, et donc on n'a pas de vocation à aller créer d'autres sites de centres de recyclage. En tout cas, à court ou moyen terme, on n'est pas dans cette démarche-là. Celui-ci peut grossir en revanche. En revanche, on a tout à fait des ambitions en termes de croissance. On a déjà un site qui a une certaine taille avec nos traitements, j'allais dire, internes, et on a une volonté une ambition de croissance. Et donc, c'est pour ça qu'on s'ouvre aussi à l'extérieur et qu'on est prêt à faire cette démarche-là à des installateurs et à des bailleurs sociaux de jouer le jeu, de mettre à disposition les anciennes chaudières et d'offrir ces pièces détachées de deuxième main. Tu parlais de la loi AGEC tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des freins, des verrous réglementaires, législatifs, ou de ce côté-là, tout est bon? Non, il n'y a pas de frein, a pas de frein à ça. Bien au contraire, je pense que tout le monde sera content d'augmenter le taux de recyclage des chaudières. Il n'y a aucun frein par rapport à ça. Oui, là on voit finalement une action emblématique d'un fabricant qui prend les devants sur les chaudières. Est-ce qu'il y a la même réflexion, puisque Bosch fabrique à la fois des pompes à chaleur et des chaudières, sur la partie pompe à chaleur? J'ai dit tout à l'heure, mais ça peut être intéressant que vous confirmiez les chiffres que j'ai donnés, hein. Chaudière 40 à 50 kg, la pompe à chaleur plutôt 250 kg, avec des fluides. Est-ce que cette démarche-là sur la chaudière, c'est une démarche qui est précurseur sur l'ensemble des produits, mais on voit aussi qu'il y a une complexité à résoudre sur la pompe à chaleur. Quelles sont aussi les réflexions que vous avez en interne sur ces sujets? Alors, oui, évidemment, on peut déployer et développer cette démarche-là. Nous, historiquement, on est vraiment sur la chaudière, donc on va se focaliser sur la chaudière.
En revanche, sur les pompes à chaleur, on a le vrai sujet des fluides et du retraitement des fluides. Et donc, on est plutôt en train d'essayer d'investiguer cette partie-là pour faire en sorte que le retraitement des fluides soit vraiment fait de manière professionnelle, faire en sorte qu'il n'y ait pas de fuite. Malheureusement, je pense que dans le métier, il y a un peu trop de fuite ou un traitement de ces fluides frigos qui ne sont pas suffisamment sérieux. Donc voilà, il faut qu'on continue à travailler sur cette partie-là. Et donc, on est dans cette démarche-là au niveau du groupe Bosch. Oui, c'est un enjeu majeur parce que les fluides frigorigènes, ils ont un pouvoir réchauffant bien supérieur, des centaines de fois supérieur à celui du CO2. Donc, c'est vraiment un sujet à regarder avec grande attention. Est-ce que chez Vestas, vous avez eu des demandes aussi sur la partie pompe à chaleur, puisque avec l'expertise que vous avez sur les chaudières, est-ce que vous avez vu qu'il y avait une complexité différente, que c'était le début aussi de quelque chose à créer? Oui, on est déjà très actif sur le sujet. Et vous parlez de la pompe à chaleur. On était derrière, d'ailleurs hier avec un confrère de Nicolas, fabricant lui aussi au niveau national et international. Et on a récupéré d'ailleurs une pompe à chaleur de ce fabricant pour pouvoir former l'ensemble des collaborateurs au démontage. Pour l'instant, nous, effectivement, on est aussi, comme Nicolas, très concentré sur la partie chaudière parce qu'il y a beaucoup à faire avec le gaz et puis encore un peu avec le fioul. Mais petit à petit, on va aller vite faire la pompe à chaleur. Mais pour l'instant, si on parle des bailleurs sociaux, je crois que beaucoup se posent la question. Est-ce que c'est valable pour du collectif, de l'individuel? Quelles sont les nuisances sur le plan environnemental, sur le plan sonore aussi parfois? Il y a la réglementation. Pendant 15 ans, on vous dit qu'il faut faire comme ça, et 15 ans après, on vous dit qu'il faut faire autrement. On s'endette pendant 20 ans pour équiper son parc d'un système de chauffage qui est celui-là, et puis on se rend compte que 15 ans plus tard, il faut passer à quelque chose de totalement différent. Je pense que chez les bailleurs, et je ne vais pas parler en leur nom, mais il y a une certaine forme d'incertitude sur la façon dont on va se chauffer demain, mais la pompe à chaleur chez le particulier commence à avancer fortement. Les bailleurs sociaux, à terme, euh, s'y mettront. Nous, on est déjà en train de travailler sur le sujet parce que les premières vont pas tarder à arriver dans justement ce remplacement de PAC. Mais pour l'instant, on est vraiment sur la chaudière gaz. Et il y en a encore des centaines de milliers à accompagner au niveau national. Deux questions sur le chat. La première pour Nicolas. Quel impact pour Bosch sur la perte de revenus et de production sur les pièces neuves? Et la deuxième qui vous concerne tous les deux. Avez-vous défini une limite d'âge maximale pour le retraitement d'un produit, par exemple 5 années d'utilisation? Donc, sur la... C'était quoi la première question, pardon? Ouais, Arthur, votre la deuxième. Pardon, sur l'impact sur la perte de revenus et de production sur les pièces Oui, neuves. alors, donc, on est en train d'évaluer ça. C'est pour ça qu'on fait attention d'y aller progressivement. Donc, ça, c'est extrêmement important de comprendre. Il faut qu'on arrive à trouver un équilibre dans le développement de cette filière-là. Donc, on a l'ensemble des partenaires à faire en sorte de trouver cet équilibre-là. Donc, on est assez prudent dans notre démarche, mais on sait que c'est le sens de l'histoire. Donc, on y va et on y va avec nos atouts. Et donc, c'est pour ça qu'on se développe sur cette partie-là. Et concernant la limite d'âge des produits qui vous sont ramenés? Donc, on n'a pas de limite d'âge. C'est plus au niveau des composants, sur l'analyse de ces composants-là, qu'on va faire attention voilà, pour s'assurer qu'en termes de qualité, on est bon. En revanche, si vous ramenez une chaudière d'il y a 30 ans, je ne suis pas sûr qu'on ait beaucoup de pièces détachées de seconde main à revendre derrière. J'imagine que chez Vestas, c'est la même logique. Oui, c'est assez ressemblant à ce que vient de dire Nicolas. Sur la partie économique, heureusement que derrière Vesta, on a la puissance de Proxiserve, tant pour financer, parce qu'effectivement, on avance, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec une lampe frontale, donc on ne sait pas trop comment les choses vont s'articuler demain. Mais notre objectif n'est pas aujourd'hui de gagner de l'argent avec Vesta, au risque peut-être de choquer ceux qui nous regardent, c'est véritablement de faire de l'environnement et de l'insertion une priorité, une double priorité. Donc sur l'aspect économique, ça va surprendre personne. Gagner de l'argent sur ce marché-là n'est pas notre volonté. Et preuve en est, puisque on est difficilement à l'équilibre. Mais l'objectif, c'est d'agir sur les deux piliers importants. Et en tant qu'acteur majeur, on se devait de le faire. Ensuite, en ce qui concerne la durée de vie des pièces, les prestataires qui vont installer des pièces de seconde main devront en assurer la garantie. Voilà, c'est très clair. C'est-à-dire que vous prenez une pièce chez Vestal, elle tombe en panne, elle sera remplacée sans aucun souci, mais ce n'est vendu qu'à des professionnels, donc ce sont les professionnels qui garantissent la pièce. Ça veut dire quoi? Quand par exemple Proxiserve, puisque c'est un des principaux acheteurs de Vesta, et heureusement que Proxiserve accompagne le projet,
Quand Proxiserve installe une pièce et qu'il en assure la maintenance, c'est Proxiserve qui devra remplacer la pièce autant de fois qu'il le faudra. Donc, aujourd'hui, ça ne pose aucun problème au locataire. Ce qu'il veut, c'est une chaudière qui fonctionne, qui consomme le moins possible. Et aujourd'hui, c'est ce que nous lui proposons. Donc, il est ravi. Et le bailleur aussi, d'ailleurs. Merci bien, messieurs. Je vois que l'heure tourne, donc déjà, je vais vous remercier de votre participation et de votre venue et de vos explications. Je pense que tout le monde a appris beaucoup de choses aujourd'hui, et je vais laisser la parole à Jean-Charles. Oui, bien, merci beaucoup à nos intervenants pour leur présentation, pour leur engagement. Voilà, on sent, j'ai beaucoup entendu le mot fierté, le mot investissement, engagement, et je pense que c'est vraiment marquant de sentir que là, on est au cœur de l'économie circulaire et de la responsabilité sociétale des entreprises ou des acteurs d'un territoire. Donc, merci vraiment pour votre investissement qui montre que la filière gaz se mobilise aussi, que ce soit la production des gaz verts au recyclage des chaudières, pour être la plus vertueuse possible. Les chaudières, on l'a dit, ce sont à la fois des équipements, on l'a montré, qui peuvent être recyclables ou valorisables. Ce sont aussi des équipements qui sont d'ores et déjà 100% compatibles gaz vert. Et nous, chez Coenov, on déploie une étiquette chaudière à poser sur les chaudières avec un QR code qui renvoie vers un site internet qui montre que sans changement, la chaudière, elle est d'ores et déjà compatible gaz vert. Et donc, les ménages, les entreprises peuvent souscrire auprès des différents fournisseurs qui le proposent déjà un contrat de gaz vert. Il y a un petit surcoût, mais eh bien, on peut, comme ça, sans changer son appareil, sans faire de modifications, sans surcoût, avoir accès à une énergie décarbonée et produite en France, localement, et donc dont on peut être fier. Et puis, ce sont des appareils aussi qui sont évolutifs. On l'a montré, qui se réparent bien dans le temps. Il y a un contrat d'entretien, qui sont robustes, et puis qui, demain, peuvent évoluer vers l'hybridation des solutions, soit en système packagé, une pack hybride par exemple, soit aussi demain, en petit à petit, venant adjoindre des solutions pour compléter la partie gaz et finalement avoir le meilleur des deux mondes, l'électricité décarbonée et le gaz qui se verdit. Donc, merci aussi à Isabelle Clavel, déléguée générale de Coenov, et Emmanuel Kahn qui m'ont aidé à préparer ce webinaire. Et puis, on se retrouve dans quelques semaines pour une nouvelle édition des InnoGaz. Et d'ici là, n'hésitez pas à aller sur le site de Coenov pour retrouver toutes les informations et les précédentes versions de nos InnoGaz. Donc, merci encore d'avoir été présent et rendez-vous dans quelques semaines. Merci bien, bonne journée à tous.